Bienvenue au nom de la Commission européenne, dont je suis le représentant au Luxembourg. Et je tiens à remercier le Centre européen des consommateurs au Luxembourg, ainsi que nos collègues du Bureau du Parlement européen au Luxembourg pour la bonne coordination de ce webinaire. Et on est très content du fait que vous vous ayez inscrits et connectés si nombreux. Merci. Et déjà aussi d'avoir posé plein de questions à l'avance à nos deux experts, M. John Ryan, directeur de la santé publique à la Commission européenne avec siège au Luxembourg, et le docteur Jean-Claude Schmitt, qui est directeur de la santé auprès du ministère de la Santé au Luxembourg. Et soyez les bienvenus, Dr Schmitt, John Ryan, on est très heureux de vous avoir ici. On suppose que votre agenda est quand même bien chargé, donc merci de prendre le temps. Vous êtes tous les deux des autorités reconnues. Vous, Monsieur Dr Schmitt, vous êtes une célébrité en cette matière. Vous êtes la autorité en tant que virologue et la voix du ministère de la Santé en ce qui concerne cette pandémie. Et John Ryan, j'ai vu que même Son Altesse Royale, le Grand-Duc, vous a mentionné votre service dans son speech de Noël 2020, en soulignant, et ça j'ai beaucoup aimé bien sûr, la nécessité de mobiliser les efforts pour aller à l'encontre de cette pandémie, de mobiliser ces efforts au sein de l'Union européenne. Et ça, c'est exactement ce que vous faites avec votre direction ici au Luxembourg. Un petit message technique pour nos participants. Puisque vous êtes tellement nombreux, je vous prie de bien poser vos questions dans le chat. Je crois que ça vous permet d'être au grain, d'être précis. Et ça nous économise du temps et ça nous permettra aussi de regrouper certaines questions. Et donc, je crois que ça nous permettra de répondre au plus grand nombre de questions possibles, dans le meilleur cas à toutes. Et encore un tout petit rappel, c'est écrit dans l'invitation, mais quand même, je le rappelle, nous allons faire les présentations en français. Mais comme toujours, dans le cadre de nos midis du consommateur européen, vous pouvez poser vos questions pas seulement en français, mais aussi en luxembourgeois. Ihr könnt auch freuen, auch auf Letzeburger stellen. Sie können Ihre Fragen auch auf Deutsch stellen. Bitte hier im Chat. And you can also ask questions in English. Please do so via the chat. Et pour ceux qui connaissent déjà ces midis du consommateur européen, ils se demanderont peut-être où est Madame Bazenach aujourd'hui. Voilà, j'ai le plaisir de vous passer la parole maintenant. Karine, c'est ton tour. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, bienvenue aussi de ma part à ce premier midi du consommateur européen de l'année 2021. Je représente le Centre européen des consommateurs au Luxembourg, comme vous le savez probablement. Et je voulais juste dire que le sujet des vaccins qu'on traite aujourd'hui, ce n'est pas un sujet dans le cadre duquel les consommateurs s'adressent à nous, au Centre européen des consommateurs, parce que comme vous le savez peut-être, d'habitude, on reçoit des questions en relation avec les voyages, les achats transfrontaliers, les crédits transfrontaliers, les questions relatives à des assurances ou questions financières, mais pas dans le cadre des vaccins. Pendant la pandémie, c'est vrai qu'on a reçu un nombre très élevé des questions de la part des consommateurs dans le contexte des voyages. Mais voilà, le sujet des vaccins n'est pas proprement dit notre sujet. Alors, c'est déjà tout ce que je voulais dire. Je vous remercie aussi d'avoir souscrit si nombreux à ce midi. Et j'ai le grand plaisir de passer la parole maintenant à Monsieur Ryan. Et je nous souhaite à nous tous un midi enrichissant. Monsieur Ryan, je vous passe avec plaisir la parole. Le son. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous adresser ces quelques mots à l'occasion de notre webinaire aujourd'hui sur la vaccination.
contre le Covid. La pandémie de Covid-19 a un coût humain et économique énorme pour l'Union européenne et pour le monde. La solution permanente à cette crise viendra très probablement de la mise au point et au déploiement d'un vaccin efficace et sûr contre ce virus. L'ampleur de la crise génère une urgence sans précédent. Chaque mois, gagné dans le déploiement d'un vaccin sauvera de nombreuses vies, de nombreux emplois et plusieurs milliards d'euros. Donc, tout est une question de temps. La recherche pour un vaccin contre le COVID-19 représente toutefois un véritable défi en raison de cette urgence, parce que normalement, il faut plus de 10 ans pour mettre au point un vaccin. La mise au point d'un vaccin sûr et efficace est un processus hautement complexe. La nécessité de trouver un vaccin contre le COVID-19 ne permet pas de tels délais. Dans la situation de crise actuelle, les équipes du monde entier ouvrent avec pour ambition de parvenir à un vaccin concluant dans un délai de 12 à 18 mois. La réalisation d'une telle entreprise dans un délai si serré nécessite qu'il soit mené de front les essais cliniques, les investissements dans la capacité de production, et aussi la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières pour que la production puisse débuter dès la fin de ces essais, voire plus tôt encore. La nécessité d'obtenir des résultats rapidement, le niveau élevé des coûts et le taux d'échec important font des investissements dans le vaccin une décision à haut risque pour les concepteurs de vaccins. Il est question d'une stratégie donc de faire en sorte que le vaccin soit produit et développé et produit et déployé le plus rapidement possible. C'est pour cela que la Commission européenne, en juillet de l'année dernière, a déjà proposé quelques éléments de stratégie pour les États membres. Et donc, cette stratégie a les objectifs suivants. Premièrement, de garantir la qualité, l'inocuité et l'efficacité des vaccins. De garantir aux États membres et à leur population un accès aux vaccins en temps opportun, tout en conduisant l'effort de solidarité mondiale. Et troisièmement, de garantir à tous dans l'Union un accès équitable à un vaccin à un prix abordable dès que possible. Une fois que ces objectifs ont été définis et discutés avec les États membres, il était question de regarder la mise en œuvre. Et premièrement, d'assurer une production suffisante de vaccins dans l'Union et en ce faisant, un approvisionnement suffisant des États membres au moyen des contrats d'achat anticipés conclus avec les producteurs de vaccins par l'intermédiaire de l'instrument d'aide d'urgence, un instrument financier du budget européen. Donc, c'était le premier pas dans notre effort commun de garantir cet accès au vaccin. C'était justement de conclure des contrats avec les producteurs ici en Europe pour des vaccins qui étaient encore en développement à ce moment-là. Ce processus a commencé en juillet avec l'appui des instruments budgétaires communautaires. Des fonds supplémentaires et d'autres formes de soutien
peuvent être mises à disposition en plus de ces contrats. Par exemple, on a mobilisé les fonds du Banque européenne d'investissement pour permettre une amélioration de la capacité de production de certaines sociétés pharmaceutiques. Deuxièmement, pour la mise en œuvre de cette stratégie, un deuxième aspect, c'était l'adaptation du cadre réglementaire de l'Union pour tenir compte de l'urgence actuelle et de mettre à profit toute la souplesse réglementaire qui existe dans la législation communautaire pour accélérer la mise au point, l'autorisation et la mise à disposition de ces vaccins, tout en respectant bien entendu les normes de qualité, l'innocuité et d'efficacité applicables aux vaccins. Donc, je passe de la stratégie à la mise en œuvre de cette stratégie par les achats en commun au stade de la discussion qui est actuellement en cours. C'est que les commissions et les États membres se sont mis d'accord sur une action commune, donc d'acheter ces vaccins ensemble et pas séparément. C'est pour cela que la Commission a mené avec les États membres dans un comité, tous ensemble, une négociation avec les fabricants potentiels de vaccins. Donc, c'était un achat centralisé et commun entre les États membres avec l'appui du budget communautaire. Le financement de cette opération a coûté 2,7 milliards d'euros à partir du budget communautaire, mais c'est vraiment le partie visible de l'iceberg parce que, comme j'ai dit, on a aussi investi du côté de la Banque d'investissement européenne à Luxembourg dans cette entreprise. La Commission donc a conclu ces contrats d'achat anticipé avec les producteurs des vaccins individuellement au nom des États membres. Donc, chaque compagnie a été approchée et on a négocié séparément avec chacun. Ça fait que les conditions des contrats sont différentes quant aux quantités réservées et quant au prix et quant aux autres conditions de mise à disposition des produits. En échange à avoir un droit d'acheter un certain nombre de doses de vaccins dans un délai donné et à un prix donné, la Commission financera donc une partie des coûts supportés par les producteurs de vaccins grâce à un instrument d'aide d'urgence. Et donc, cet argent-là, cet investissement-là, sera considéré par les sociétés de pharmaceutiques comme une acompte sur les vaccins qui seront effectivement achetés par les États membres en temps utile. Je reviens en arrière, excusez-moi. Donc, cet argent n'est pas directement utilisé par les compagnies, mais ça sera pris en compte lors de l'achat par les États membres de leur stock de vaccins. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a aussi envisagé des prêts de la Banque européenne d'investissement. Et tous ces deux aspects-là, donc les achats à l'avance en commun pour les 27 États membres et les prêts qui ont été accordés par la Banque européenne d'investissement, ça contribue à diminuer le risque parce que j'ai commencé ma présentation en parlant du risque élevé de développer ces vaccins dans un temps très court et sans savoir si les vaccins qui résultent de la recherche seront autorisés ou pas. Donc, c'était un pari aussi du côté des sociétés pharmaceutiques d'investir dans ce genre d'opération. Et la Commission a pensé qu'en négociant ensemble pour tout le marché européen,
et en prévoyant des paiements à l'avance ainsi que des prêts de la banque, ça ferait ça donnerait une stimulation au marché pour produire ces produits, ces vaccins sur le sol européen pour les citoyens de l'Europe. Si je tourne maintenant aux questions de livraison, parce qu'on est au stade de la livraison, dans le cadre de son stratégie en matière de vaccins qu'on a adoptée en octobre de l'année dernière, on a conclu des accords avec différents producteurs au nom des États membres. Et je dois souligner que tous les États membres ont accès en même temps au vaccin. Ce n'est pas une question que les grands pays soient livrés d'abord et ensuite les petits, ou vice-versa, ou qu'on fasse une loterie. Non, on a fait en sorte que contractuellement, tous les États membres sont livrés le jour même. Ça fait qu'à condition que les États membres soient capables d'accueillir ou de recevoir ces vaccins, s'ils ont les frigos nécessaires, s'ils ont les moyens logistiques nécessaires, on a tout fait pour que les États membres soient livrés ensemble. Et évidemment, c'est distribué en fonction de la population. On ne va pas livrer 100% de la population dans un pays membre et 2% dans un autre. L'idée, c'est d'avoir une livraison à prorata de la taille de la population. Ça fait qu'effectivement, on a acheté les produits ensemble, on a mobilisé les fonds budgétaires communautaires ensemble, on a signé des contrats avec les sociétés tous ensemble, donc c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Les produits sont livrés le même jour, avec les mêmes conditions de prix. Et finalement, ils sont livrés en fonction de la taille de la population. Donc, on n'a pas livré plus au pays 1 qu'au pays 2. Concernant maintenant la taille de l'opération, on a jusqu'ici négocié 6 vaccins. L'achat avancé de 6 vaccins, aussi vaccins potentiels, je dois dire, parce qu'il y en a certains qui sont encore au stade de la recherche, au stade des essais cliniques. Et donc, jusqu'en décembre 2020, on a obtenu des doses à l'avance pour 6 vaccins. Donc, on a signé des contrats d'achat pour des vaccins, pour 6 différents types de vaccins. Et on est en train de voir actuellement s'il est possible d'encore continuer ce chemin et de continuer des discussions avec d'autres candidats, parce qu'on ne sait jamais quel serait le développement dans les mois à venir, et c'est toujours mieux d'avoir accès à des vaccins potentiels que de ne pas les avoir. Donc, sur ce slide, vous voyez que les négociations entre juillet et décembre ont fait en sorte que nous avons la possibilité contractuelle d'acheter des doses auprès de 6 producteurs de 6 vaccins différents, et ce processus est en train de continuer. Quant à la quantité de vaccins obtenus à ce jour, je peux dire que globalement, on a mis la main sur 2 milliards de doses de vaccins. Donc, il y a 405 millions de doses d'un vaccin qui s'appelle CureVac, 400 millions de doses d'un vaccin fabriqué par AstraZeneca, 400 millions de doses encore du vaccin fabriqué par Johnson & Johnson. Moderna a un achat de 160 millions de doses. Et BioNTech Pfizer, 300 millions de doses. Et Sanofi GSK, 300 millions de doses. Donc, chaque fois, on a essayé d'avoir une quantité considérable. Et le 8 janvier, on a signé un contrat supplémentaire parce qu'on a parfois des options pour acheter des vaccins en plus de ce qu'on avait initialement prévu. Et là, le 8 janvier, on a acheté 300 millions de doses supplémentaires de vaccins BioNTech Pfizer. Donc là, vous avez un ensemble de 2 milliards divisé
en 6 différents vaccins. Concernant maintenant ça c'était la partie négociation en amont. Le système prévoit qu'après les essais cliniques, les producteurs doivent fournir un dossier à l'Agence de médicaments. L'Agence de médicaments européenne qui fait l'analyse scientifique de l'efficacité du vaccin et de la sécurité du vaccin. Donc, on est à ce stade-là actuellement que l'Agence de médicaments a reçu à ce jour la demande de mise sur le marché de 3 vaccins. Et à ce jour, 2 de ces 3 ont fait l'objet d'une autorisation par la Commission de mise sur le marché. Il s'agit du vaccin BioNTech Pfizer et le 6 janvier du vaccin Moderna. Donc, si vous voulez, en commençant par l'achat en commun des vaccins potentiels. Et ensuite, il y a les essais cliniques qui sont faits par les sociétés pharmaceutiques. Ensuite, il y a un dépôt auprès de l'Agence des médicaments européenne de tous les résultats de ces essais cliniques. Et ensuite, il y a une décision en eau de mettre ce produit sur le marché communautaire. C'est la procédure d'autorisation. À ce jour, il y a 3 vaccins potentiels qui ont été soumis à l'agence. 2 ont fait l'objet d'une approbation et le lendemain de ces 2 autorisations, le lendemain même, les produits ont commencé à être distribués. Donc, pour conclure, pour finir cette partie de la présentation, il y a 2 vaccins qui sont actuellement mis sur le marché, le vaccin BioNTech et Pfizer et le vaccin Moderna. Il y a un 3e qui sera probablement autorisé avant la fin du mois de janvier. Et ensuite, les autres produits vont être considérés, autorisés par la suite. Donc, comme je disais, on n'a pas simplement considéré ensemble l'achat et le développement de ces vaccins, mais on a aussi considéré l'aspect de l'utilisation, comment est-ce qu'on va utiliser les vaccins. Et dans un document qui a été publié en octobre, la Commission, sur la base des avis scientifiques, a proposé aux États membres que chaque État membre doit considérer les groupes suivants pour faire partie des groupes à risque et des groupes à vacciner. Donc, premièrement, les professionnels de la santé. Deuxièmement, les personnes âgées de plus de 60 ans. Troisièmement, les personnes dont l'état de santé les expose particulièrement à des risques. Les travailleurs essentiels en dehors du secteur de la santé, comme la police par exemple, les gens qui travaillent dans les fonctions qui les amènent à avoir des contacts avec le public. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de maintenir une distance physique, soit pour des raisons professionnelles ou d'autres. Et finalement, les groupes socio-économiquement vulnérables et d'autres groupes à risque plus élevés. Donc ça, c'était la proposition de la Commission aux États membres pour la prise en compte d'une stratégie de vaccination nationale, parce que c'est une décision nationale. Et chaque pays prend ces décisions-là en fonction de sa propre situation. Par exemple, si vous avez une population qui a une énorme proportion de gens qui sont au-dessus de 60 ans, il faut évidemment tenir compte de cela parce que ces gens-là seront plus vulnérables. Si vous avez une population jeune, peut-être que votre prise de priorité sera définie autrement. Donc, ça, c'est un processus qui est en cours actuellement. Les États membres sont en train de décider, en fonction de la disponibilité des doses, qui sont les gens qui doivent être vaccinés en premier. Et je suppose que Jean-Claude Schmitt, qui parlera après moi,
expliquera la prise de la décision au niveau national au Luxembourg. Mais je peux vous assurer, parce que j'ai dû regarder les 27 pays et les 27 stratégies de vaccination, ils sont tous différents. Il n'y a pas deux qui sont exactement les mêmes. Donc, je dois dire que les États membres se tiennent à leur indépendance en la matière. Et donc, les doses vont arriver au même jour aux États membres. Donc, c'est à eux de définir ces groupes de prioritaires et aussi, je dois dire, d'assurer la logistique. Et c'est là où ça cale parfois parce que, comme j'ai indiqué avant, il y a un des deux vaccins qui sont autorisés qui demande une réfrigération à l'extrême. Donc, il y en a certains États membres qui sont voisins du Luxembourg qui ont eu des difficultés justement avec la disponibilité des frigos. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer en 5 minutes. On a des frigos, on n'a pas des frigos. Je dirais que c'est parfois plus facile d'avoir des vaccins que d'avoir des frigos. Un deuxième problème, c'est concernant la logistique, c'est le personnel de la santé qui doit être formé et être disponible et de ne pas être occupé à faire autre chose. Donc, ce n'est pas dans tous les cas qu'on a un corps dans la fonction publique ou dans la fonction de la santé publique qui est disponible d'être mobilisé pour justement faire la livraison de ces vaccins comme prévu. Et le troisième aspect, évidemment, c'est l'aspect de logistique, c'est l'aspect des seringues, parce que ce n'est pas le cas que tous les États membres ont à disposition les seringues nécessaires. Donc, je mentionne ces cas-là juste comme exemple de ce qui peut retarder un peu la distribution des vaccins. Non, parlant de la qualité des vaccins et de la sécurité de ces vaccins, c'est des produits pharmaceutiques. Ils ont fait l'objet des essais cliniques internationaux. Les résultats ont été analysés par l'Agence des médicaments, qui est une agence internationale européenne. La décision a été prise de mettre ces deux vaccins sur le marché, mais on ne reste pas là. Il y a tout un processus de suivi de la mise sur le marché de ces vaccins. Ça s'appelle le pharmacovigilance en français. Et donc, il s'agit de tenir compte de tous les effets secondaires éventuels qui peuvent être constatés chez les uns ou chez les autres. Et de notifier ça au niveau national d'abord et au niveau central par la suite. Et si on doit changer l'indication du vaccin, donc le papier qui accompagne les vaccins avec les instructions pour son utilisation, ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement si on constate qu'il y a des difficultés avec une partie de la population, avec certains effets secondaires, on modifie les instructions. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en permanence jusqu'à la fin de l'autorisation. Mais en plus de cela, on a mis en place entre l'Agence des médicaments et l'Agence pour les préventions de maladies transmissibles, c'est une deuxième agence communautaire, on a mis en place une plateforme spéciale pour la surveillance de l'efficacité des vaccins et leur sécurité. Ça fait qu'il y a une double protection en fait. Il y a la protection normale qui existe pour tous les produits pharmaceutiques qui sont autorisés et qui surveille les effets secondaires éventuellement et qui relaie ces informations vers l'Agence des médicaments. Mais là, il y a un deuxième niveau de protection qui est cette plateforme spéciale pour la surveillance de l'efficacité. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un vaccin qui sera donné à beaucoup de gens. Ça ne sera pas donné à une population distincte ou restreinte. L'idée, c'est de vacciner beaucoup de gens. Et donc, plus de gens qu'on vaccine, plus qu'il y a des chances qu'il y a une constatation des effets. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis en place un système renforcé de protection. Le dernier point
L'Europe, ce n'est pas une île, évidemment. On fait partie d'un monde extrêmement connecté. On a vu avec les transmissions du virus partir de la Chine vers l'Italie du Nord et ensuite vers les autres États membres et les autres continents, que tout le monde est affecté par ce virus. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans un pays ou dans un autre. Donc, c'est vraiment important qu'on prenne compte de notre responsabilité en tant qu'Union européenne vis-à-vis des pays qui ne sont pas dans notre union. Et premièrement, on fait attention à notre voisinage, je dirais, parce qu'on a un intérêt égoïste, je dirais, pour protéger nos voisins. Ce n'est pas la peine d'éliminer le vaccin ici s'il y a des pays qui sont juste à côté, qui n'ont pas accès au vaccin et dans lesquels la transmission se poursuit. Donc, premièrement, on a mis un accent sur les pays de voisinage, les pays associés, les pays qui cherchent à rentrer dans la communauté, dans l'Union. On a commencé déjà à les aider à se préparer pour la mise en place des vaccins. Et plus largement, via l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a mis en place un système international pour permettre un accès équitable à des vaccins contre le COVID-19 à un prix abordable. Donc, il y a tout un processus qui implique les pays donateurs tous ensemble, pas seulement la communauté européenne, mais la communauté européenne fait partie très active de cet effort pour aider les pays tiers avec une contribution initiale de 100 millions d'euros. Donc, on travaille ensemble avec l'industrie pharmaceutique, avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et avec les pays tiers, justement, pour voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des fonds nécessaires pour l'achat et la mise à disposition de ces vaccins au niveau international. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je serai évidemment ravi de participer au débat à la fin de la discussion. Merci beaucoup. Merci, John Ryan, pour cette présentation de tout ce qui a été fait au niveau européen. Je crois que déjà, le seul fait qu'il y ait cette coordination au niveau européen montre la gravité de cette pandémie. On fait ça pas tous les jours. Et on se souvient encore que tout au début, les États membres, avant de bien comprendre l'étendue de cette pandémie, ont essayé de faire des propres efforts, mais ils ont très vite compris qu'il faut agir au niveau européen de façon très coordonnée et on est content que ça se fasse. Pour moi, c'est évident, si on achète, si on entre en des négociations avec une entreprise, ce n'est pas les mêmes conditions que si cette entreprise travaille toute seule, comme vous l'avez dit, en prévision d'une possible nécessité d'un vaccin. Et en plus, on peut aider à cette entreprise aussi à aller beaucoup plus vite et aussi d'élargir les capacités de production. Merci beaucoup. Bon, vous avez dit beaucoup plus que ça, mais je crois que maintenant, c'est le moment de donner la parole au Dr Schmidt pour présenter la vision luxembourgeoise, donc la vision nationale. Dr Schmidt, c'est votre tour. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci à l'Union européenne de m'inviter pour ce séminaire sur le temps de midi. Je pense que c'est très important de discuter effectivement avec les citoyens européens et leur expliquer ce qu'on fait et notamment la stratégie vaccinale, parce qu'il y a une très grande attention pour l'instant à la fois de la presse mais aussi du grand public à ce sujet. Je tiens d'abord à m'excuser, je n'ai pas de diapositive pour deux raisons. Premièrement, on a effectivement une très grande charge de travail pour l'instant. Et deuxièmement, une partie de la stratégie vaccinale luxembourgeoise n'a pas encore officiellement été décidée par le gouvernement. Donc, je peux vous donner quelques informations, mais c'est un peu difficile d'écrire quelque chose sur un sujet où le gouvernement discute encore.
Comme John Ryan a expliqué, la démarche que les pays européens ont fait est une démarche conjointe et le Luxembourg s'inscrit évidemment parfaitement dans cette démarche. Et nous sommes très reconnaissants à la Commission européenne aussi d'avoir initié cet effort. D'autant plus qu'on est un petit pays. Et les petits pays ont évidemment beaucoup plus difficile à négocier avec des producteurs de vaccins ou d'autres produits médicaux que par exemple les grands pays. Donc, on a certainement beaucoup profité de cette initiative européenne. Et encore une fois, grand merci à la Commission européenne. Comme on vient d'expliquer, même si la stratégie générale a été définie d'une certaine façon par l'Europe, par la suite, chaque pays est responsable de définir la distribution des vaccins sur son territoire. Et Luxembourg a commencé à réfléchir assez tôt à cette possibilité. Donc, ça fait plusieurs mois que différents groupes de travail sont actifs pour définir cette stratégie. Et en fait, on s'est basé sur une proposition du Conseil supérieur des maladies infectieuses ici au Luxembourg qui a émis donc une première ébauche de stratégie. Cette ébauche a été discutée par la suite au Conseil de gouvernement qui a envoyé ce document aussi à la Commission nationale d'éthique pour effectivement faire valider certains principes de prioritisation des doses parce qu'on sait qu'en tout cas au début, on aura des doses en quantité limitée qui arriveront. On a en tout fait une très grande commande. John Ryan a mentionné les chiffres européens. Mais à ce stade, c'est largement des commandes et ce n'est pas encore des livraisons. Et une fois que ce n'est qu'une fois qu'on a le vaccin en main qu'on pourra vacciner. Et donc, il faut mettre des priorités très clairement. Juste pour préciser, Luxembourg, la population luxembourgeoise fait 0,14% de la population européenne et donc c'est au prorata de ce pourcentage que nous recevons des vaccins. Nous avons fait des commandes sur les 6 vaccins dont un contrat a été signé déjà avec les firmes productrices. On a signé pour plus d'1 million de personnes à vacciner, sachant que la population luxembourgeoise est de 600 000 ou 630 000 personnes, plus les frontaliers qu'on vaccinera probablement aussi. Avec cet inconnu où on ne sait pas encore si tous les vaccins seront finalement autorisés. On a l'autorisation pour 2 vaccins. Il y a un 3e qui est en ligne, mais on ne sait pas si les autres vaccins seront un jour autorisés et on ne sait pas à quel rythme et quelle vitesse ces autorisations viendront. Donc, pour les priorités dans les vaccinations, Luxembourg a défini une première phase. Cette première phase comporte les professionnels de santé en exercice, ce qui inclut notamment aussi certains professionnels comme les ambulanciers, les first responders, donc tout ce qui est service de secours, également le personnel des hôpitaux, évidemment, et tous les professionnels de santé qui exercent en pratique libérale en ville dans des cabinets. Ça fait en tout 18 850 personnes environ. Ça, c'est le premier groupe de personnes qui sera vacciné. Puis, il y a le personnel des établissements de santé, dans les structures d'hébergement et dans les réseaux d'aide à domicile, qui sont aussi en contact avec des personnes vulnérables, notamment, ça fait environ 10 000 personnes. Dans ces chiffres sont inclus aussi des personnes qui travaillent dans ces structures sans être des professionnels de santé, mais qui sont en contact avec les personnes. C'était une discussion qu'on a eue avec la Commission nationale d'éthique.
Est-ce qu'il faut vacciner le médecin? Est-ce qu'il faut vacciner l'infirmière? Et la Commission nationale d'éthique a dit oui, mais il faut aussi vacciner la femme de ménage qui nettoie la chambre du patient hospitalisé. C'est une question d'équité. Ils ont aussi un risque de s'infecter puisqu'ils sont en contact avec les personnes infectées potentiellement. Troisième groupe qui sera vacciné, c'est les résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées. On a malheureusement dû constater, comme dans tous les pays européens, que les premières victimes de cette infection, quand je parle de victimes, je parle des gens qui décèdent, sont malheureusement les personnes âgées et surtout dans les institutions d'hébergement, maisons de soins, maisons de repos, etc. Ça fait encore une fois 6500 personnes. On a rajouté à cela les personnes qui vivent en institution et qui souffrent d'handicap sévères. On a quelques petites institutions comme ça, avec des gens qui sont souvent très vulnérables et on va les traiter de la même façon. Tout ça ensemble fait, si je calcule bien, environ 36 000, 37 000 personnes et notre objectif, c'est de les vacciner d'ici fin mars. Ça, c'était les calculs qui ont été faits basés sur l'allocation des vaccins, basés sur en fait le premier vaccin, donc le vaccin Pfizer-BioNTech. Maintenant, avec l'arrivée de Moderna et possiblement avec l'arrivée du troisième vaccin, on pourra effectivement accélérer ce rythme de vaccination. Et donc, on reste très optimiste pour ces catégories. Sur le plan pratique, on a commencé à vacciner à la fois les professionnels de santé comme les professionnels dans les maisons d'hébergement pour personnes âgées, comme les résidents. On a vacciné jusque maintenant un peu plus de 2000 personnes au Luxembourg. Donc ça, c'est la première étape qui est bien définie, qui est en route, où tout fonctionne comme prévu. Au-delà de cette première phase, il y a une proposition qui est sur la table, qui est en discussion au Conseil du gouvernement. À nouveau, le Conseil du gouvernement a saisi la Commission nationale d'éthique. Donc, je peux vous en parler, mais ce n'est certainement pas des décisions définitives. Ça peut encore changer en fonction de l'avis, notamment de la Commission nationale d'éthique. Mais la deuxième phase serait en principe les personnes âgés de plus de 75 ans et plus, donc en commençant par les personnes les plus âgées. Donc, on va commencer avec la catégorie des personnes au-delà de 95 ans. Il y en a 842 au Luxembourg quand même. Et puis, on va descendre par tranche d'âge de 5 ans jusqu'au moment où on aura vacciné toute cette catégorie de personnes. Ce qui fait environ, j'ai le chiffre ici, ça fait environ 30-40 000 personnes en tout à vacciner. Phase suivante seraient les personnes âgées de 65 à 74 ans, en commençant à nouveau par la tranche d'âge la plus âgée. Phase 3 est prévue alors de s'intéresser aux personnes vulnérables, donc qui ont des conditions médicales préexistantes, cardiaques, pulmonaires, etc. Il y a toute une définition de ce qui pourrait être une personne vulnérable. Et il y a aussi beaucoup de discussions encore ce qui est une personne vulnérable. Mais disons, l'idée, c'est de commencer à vacciner les personnes vulnérables de 50 à 64 ans, à nouveau en commençant par les plus âgés. Et puis de descendre effectivement en phase 4 à des personnes plus jeunes, mais également vulnérables, et donc d'inclure là les personnes de 16 à 49 ans qui ont des conditions préexistantes, et s'intéresser à ce stade aussi aux personnes qui ont des vulnérabilités, pas médicales, mais plutôt socio-économiques, qui sont des personnes en situation précaire et qui vivent souvent dans des foyers, des collectivités, et de ce fait pour être plus sensibles à l'infection.
Et puis, la dernière phase, c'est en fait d'étendre la vaccination à tout le monde qui n'a pas de vulnérabilité préexistante, mais qui souhaite être vacciné en commençant à nouveau par les plus âgés, en diminuant vers les plus jeunes, en sachant que finalement, le facteur de risque le plus important pour faire une infection grave à la COVID, c'est l'âge. C'est de loin le facteur le plus important. C'est pour ça que ce facteur revient toujours dans les priorités. Les autres facteurs de vulnérabilité sont très discutés. Il est clair, basé sur les informations qu'on a maintenant, que l'obésité, et je parle ici de l'obésité sévère, est un facteur de gravité très clair, de même comme le diabète. C'est deux facteurs qui sont d'ailleurs souvent associés, l'obésité et le diabète de type 2. Et puis, il y a d'autres facteurs, évidemment, qui rendent les gens plus vulnérables et plus fragiles à une infection. Alors, ce qu'on peut dire en plus, c'est évidemment qu'il y a eu la discussion très rapidement, est-ce qu'on vaccine les résidents ou est-ce qu'on vaccine en plus les frontaliers? Et ça intéresse certainement l'un ou l'autre des personnes qui nous écoutent. Donc, pour la première phase, la décision était très claire du gouvernement. On va vacciner à la fois les résidents et les frontaliers. Et à nouveau, ce n'est pas parce qu'on est tellement gentil, mais il y a un intérêt pratique dans tout cela. Vous savez que notre système de santé dépend à 70% de travailleurs étrangers. Donc, si vous prenez les médecins, les infirmières, tout le personnel de santé dans les hôpitaux notamment, 70% sont des frontaliers et c'est clair c'est dans notre intérêt national aussi de les protéger. Donc, ce n'était pas une discussion. On a aussi décidé assez rapidement au niveau du gouvernement qu'on va vacciner les gens aussi qui ne sont pas affiliés à une sécurité sociale. On a clairement des personnes, même dans un pays riche comme le Luxembourg, qui vivent en marge de société, qui n'ont plus d'affiliation à une sécurité sociale. Et très clairement, on veut les protéger aussi, on va les vacciner. Alors, je peux dire quelques mots supplémentaires peut-être sur la mise en place pratique de cette vaccination au Luxembourg. Donc, le volet logistique, John Ryan a aussi déjà mentionné. On a actuellement un centre de vaccination ici à Luxembourgville qui fonctionne, qui a déjà fonctionné fin décembre. On a commencé le 28 décembre à faire les premières vaccinations. On est en train de préparer un centre de vaccination au sud du pays, donc à Esch. Il y a un centre au nord qui se fera. Et puis, il y aura probablement deux centres supplémentaires. Là, les décisions ne sont pas encore prises. Un proche de la ville de Luxembourg, mais vers l'est du pays, et probablement aussi un centre plutôt au sud-est du pays. Avec ça, on pense qu'on peut couvrir toute la surface du pays qui finalement n'est pas si grand. Reste cependant les gens qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai vu dans les questions déjà des questions concernant ces personnes. Donc, en premier lieu, les personnes qui sont dans des institutions de soins, qui sont souvent des personnes donc très âgées, parfois alitées, etc. C'est clair qu'on va aller vers eux. Et c'est déjà en cours, donc les vaccinations dans les maisons de soins notamment se font effectivement dans les maisons de soins. Il y a des équipes mobiles qui se déplacent avec médecins, infirmiers, etc. Tout comme on vaccine aussi dans les hôpitaux parce qu'ils ont les infrastructures nécessaires pour faire des vaccinations. Donc, le personnel des hôpitaux est vacciné dans les hôpitaux. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a déjà mentionnées. Il y a le problème des congélateurs. Effectivement, le premier vaccin doit être à moins 80 degrés. Alors là, on a, en tant que Luxembourg, une énorme chance parce qu'on a un des leaders mondiaux de production des réfrigérateurs à moins 80 degrés ici au Luxembourg, dans le nord du pays, dans un petit village appelé Rosingen. Et donc, on était un peu privilégiés, je dirais, pour avoir assez
de congélateur, donc ce n'est pas un facteur limitatif. Ce qui est quand même un facteur limitatif au Luxembourg, c'est le personnel de santé pour vacciner. C'est toujours on a toujours une pénurie de personnel de santé ici au Luxembourg, et ça se reflète maintenant dans les recrutements nécessaires pour les centres de vaccination. Par exemple, le centre de vaccination à Luxembourgville, il y a 16 filières de vaccination en parallèle où il y a chaque fois donc un administratif, une infirmière ou un infirmier et un médecin pour vacciner. Donc, le besoin en personnel est quand même très grand dans ces centres de vaccination, surtout si on veut les faire fonctionner au-delà de 8 heures par jour, par exemple, et peut-être le week-end et ce genre de choses. Donc, c'est un des facteurs où on doit un peu faire des efforts pour avoir assez de personnel. On a mentionné les seringues et c'était une discussion ces derniers jours avec à nouveau le vaccin Pfizer-BioNTech, avec la discussion est-ce qu'on peut sortir 5 doses d'un flacon ou est-ce qu'on peut aller à 6 doses. Il faut un certain type de seringue pour pouvoir le faire. Donc, je peux vous rassurer, on a fait des achats, on va recevoir ces seringues où on peut prendre les 6 doses cet après-midi, seront livrées. Donc, on pourra, ce qui nous permet de faire finalement 20% de vaccination en plus. Hein. Et puis, un autre point important, c'est qu'il faut des recommandations nationales en complément du RCP de l'EMA. Donc, l'EMA, quand il donne une autorisation de mise sur le marché, il sort d'un document qui s'appelle le RCP, donc les recommandations d'utilisation du produit. Et ces recommandations sont en partie incomplète parce qu'il n'adresse pas toutes les situations. Par exemple, une situation très fréquente, c'est les personnes âgées sont souvent sous anticoagulants. Alors, c'est un vaccin qu'on doit faire en intramusculaire. En principe, on ne peut pas faire d'intramusculaire si on est sous anticoagulant. Donc, il y a certaines procédures nécessaires pour pouvoir faire cette injection. Et cette procédure est définie au niveau national. Ce n'est pas l'Europe qui l'a définie, c'est au niveau national où il y a la définition. Autre exemple, les femmes enceintes, le RCP ne dit rien sur la grossesse. Donc, c'est à chaque pays de décider est-ce qu'on prend le risque, par exemple, de proposer la vaccination chez les femmes enceintes ou est-ce qu'on se prononce plutôt pour le principe de précaution en disant pour l'instant, on ne propose pas ce vaccin. Donc, ces recommandations doivent être faites pour chaque vaccin qui sortira. Et une toute dernière chose qui est très important à notre avis, c'est la communication. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici, parce que c'est un effort de communication vers le public qui est très important. Si on ne veut pas imposer la vaccination, si on veut garder le principe, et c'est un des principes qui a été retenu au Luxembourg, c'est que la vaccination soit volontaire. Si on veut maintenir cela, il faut évidemment motiver les gens à se faire vacciner, il faut leur expliquer pourquoi la vaccination est nécessaire. Il faut en toute transparence communiquer sur les possibles problèmes, effets secondaires, etc. Et on a commencé toute une campagne d'information qui s'adresse au grand public d'un côté et qui s'adresse aussi en premier lieu maintenant aux professionnels de santé. Premièrement, parce qu'ils sont les premiers à être vaccinés. Et deuxièmement, parce qu'ils sont finalement les ambassadeurs de cette vaccination. Si le professionnel de santé ne fait pas la promotion, je dirais, de cette vaccination auprès de ses patients, on aura des difficultés. Voilà, donc ça c'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire au Luxembourg. Ça change tous les jours, c'est très sportif, c'est très intéressant, c'est un vrai challenge. Mais je suis optimiste qu'on va avancer rapidement. Merci. Merci pour ce message d'espoir à la fin et pour toutes les explications de la stratégie vaccinale au Luxembourg. Je crois que c'est partout un peu la même chose. Il y a une stratégie, mais il faut la peaufiner tout le temps.
vu toutes les conditions que vous avez mentionnées. Bon, merci beaucoup parce que je crois qu'une bonne vue d'ensemble sur les stratégies vaccinales donc, au niveau de l'Union européenne, au niveau du Luxembourg, et donc comment, par ces stratégies, maîtriser cette crise sanitaire. Il y a beaucoup de questions. J'essaie de regrouper un peu. Il y a une question qui inquiète plusieurs de nos participants et qui ont déjà envoyé aussi des questions auparavant. Et elle est plutôt pour vous, je crois, John Ryan. Donc, c'est la question de la comparaison avec d'autres pays en termes de rapidité. On cite toujours le Canada, le Royaume-Uni, Israël aussi, qui ont été sont allés beaucoup plus vite. Pourquoi en Europe, on n'est pas allé si vite que ces autres pays? John. Ouais, je ne crois pas qu'ils sont allés beaucoup plus vite que nous, parce que nous, on bouge à 27. Et, il faut expliquer cela. On ne peut pas avoir une situation où il y a un État membre qui est bien protégé. Et on aurait pu imaginer cette situation, en fait, qu'un seul État membre dans lequel les vaccins sont produits autorise ce vaccin de façon accélérée et puis vaccine la population. Mais ça ne protège pas les voisins. Et comme l'Union européenne est un espace sans frontières, et les gens voyagent, les gens travaillent ensemble, on partage les mêmes frontières, en fait, externes, et qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières internes. Donc, il est très important que le vaccin soit disponible dans les mêmes conditions, en même temps, pour tous les pays de la communauté, parce qu'on a déjà vu les difficultés que ça engendre que s'il y a des situations différentes à travers la communauté, que les frontières soient bloquées, que les marchandises soient bloquées. Et notamment au Luxembourg, je dirais qu'on est particulièrement sensible à cet argument parce qu'on est entouré par d'autres pays membres qui nous envoient des frontaliers tous les jours, des gens qui travaillent ici tous les jours et qui rentrent chez eux après. Donc, il y a une interdépendance extrêmement importante. Et sans parler du Luxembourg, il y a aussi les questions des gens qui voyagent soit pour le tourisme ou pour le plaisir, soit pour des raisons professionnelles. Et toute cette économie-là est complètement bousculée pour l'instant parce que vous avez certainement vu les cartes de l'Europe qui sont publiées régulièrement. Je crois qu'il y a un seul endroit en Europe qui n'est pas rouge. C'est une région quelque part en Suède, si je me souviens. Mais pour le reste des États membres, on est dans une situation de transmission qui est vraiment chronique et inquiétante. Et c'est pour cela qu'on a essayé de façon solidaire de négocier ensemble la production, le développement et l'achat et la mise à disposition le même jour de tous ces vaccins. C'est la première fois qu'on a essayé une vaccination à une telle échelle au niveau de la population européenne, mais c'est aussi la première fois qu'on a eu une pandémie comme ça depuis le temps de nos grands-mères, parce que je suppose que la dernière fois, c'était en 1918. À l'époque, il y avait la grippe espagnole, qui, je rappelle aux auditeurs, aux participants, la grippe espagnole a tué plus de gens que la Première Guerre mondiale. N'oublie pas. Donc, on est dans une situation potentiellement difficile ici avec le virus. On a la chance que ce n'est pas aussi dramatique qu'en 1918, mais quand même, les effets économiques sont énormes. Les effets sur la vie des gens. Quand je parle d'économie, je parle de la vie. En fait, c'est ce qui fait tourner nos sociétés. C'est les écoles qui sont fermées, les universités, les vieilles personnes qui sont enterrées chez eux, qui n'osent pas sortir. Le commerce en général, c'est les gens qui vont au cinéma, les gens qui vont au théâtre. Tout ça, c'est à l'arrêt. Donc, on est vraiment devant un défi énorme pour nos sociétés et aussi les menaces qui pèsent sur nos industries pour le fait que nous aurons des industries et du commerce et des services opérationnels le plus vite possible de nouveau. C'est pour ça que les vaccins et aussi les autres moyens d'arrêter la transmission, Merci. le confinement,
soit mise en place le plus vite possible. Merci, John Ryan. Et la prochaine question, c'est pour vous, Dr. Schmidt, en tant que virologue. C'est la question qui concerne les mutations. Est-ce que les vaccins dont on parle maintenant, qui sont déjà sur le marché, donc BioNTech, Pfizer, Moderna et peut-être aussi AstraZeneca qu'on voit venir, est-ce que ces vaccins seront aussi efficaces pour combattre donc ces mutations, ces nouvelles variantes qu'on trouve au Royaume-Uni, mais aussi en Afrique du Sud, etc. Ouais. Il y avait effectivement beaucoup de discussions ces derniers jours sur ce point. Il y a les premières études qui sont plutôt rassurantes. Il semble en tout cas que les vaccins, les deux qui sont disponibles pour l'instant, fonctionnent sur les variantes connues qui nous font beaucoup de soucis. C'est surtout la variante Royaume-Uni, évidemment, pour l'instant. Et on voit d'ailleurs que cette variante est en train de se diffuser en Europe continentale. J'ai vu ce matin, les Pays-Bas sont très inquiets parce qu'ils ont une progression de ce virus. La France a des foyers, la Suisse a déjà mentionné qu'ils ont des foyers. Nous, on a trouvé 7 patients jusque maintenant. Ce n'est pas énorme, mais bon, à nouveau, c'est un petit pays et 7 patients, c'est peut-être le début d'une transmission locale qui nous inquiète beaucoup. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on veut avancer le plus rapidement possible avec la vaccination, parce qu'on se dit qu'on aura à nouveau des semaines difficiles si cette variante commence à se répandre ici dans nos pays. Et chaque patient vacciné est un patient protégé, et donc raison de plus pour faire vite. Merci. Et la prochaine, bon, je ne sais pas laquelle prendre là, et aussi non plus à qui la poser. Qui est responsable au cas où il y aurait des effets secondaires? En fait, cette question des effets secondaires est posée aussi plusieurs fois. Est-ce qu'on en sait déjà quelque chose sur les effets secondaires? Et donc, l'autre question, c'est de la responsabilité. Qui est responsable? Alors, si un État administre ces vaccins, qui est, John Ryan, puisque vous avez été impliqué dans les négociations, peut-être vous savez répondre à cette question. Mais il y a un système fiable qui est déjà mis en place pour tous les médicaments qui sont autorisés, soit au niveau national, soit au niveau communautaire. Et ça fait en sorte qu'il y a une surveillance en continu des effets secondaires éventuels qui peuvent relever d'ailleurs de la personne qui est vaccinée. Donc, ça peut être en fonction de la condition de la personne en question. Ou bien, ça peut aussi venir du fait que vous prenez d'autres médicaments. Par exemple, si vous êtes déjà traité avec 5 autres médicaments et vous prenez un vaccin, ce n'est pas forcément le vaccin qui aurait provoqué le contre-indication tout seul, c'est le mélange de tout ça. Donc, c'est pour cela qu'on a déjà en place un système qui est très efficace et qui a fait ses preuves, je dirais, parce qu'on n'a pas des gens qui meurent dans la rue à cause des médicaments. Les gens utilisent des médicaments, on est presque toutes les personnes qui sont en ligne sont en train de prendre quelque chose. Et donc, ce système d'assurance de sécurité des produits pharmaceutiques est déjà quelque chose d'existant et de solide. Et comme j'ai indiqué, on a mis en place un deuxième système qui tient compte du fait que c'est un vaccin qui sera administré à toute la population à la fin pour faire en sorte qu'on a un double filet de sauvetage si un effet secondaire par hasard n'est pas pris en compte dans le système habituel. Il y a un deuxième système qui est mis en place qui fera en sorte qu'on constate, si on constate des effets secondaires, il y a l'un ou l'autre système qui va les définir. Et dans ce cas-là, soit le médicament sera retiré du marché, ou bien on va changer la fiche d'indication. Donc, ça se fait régulièrement. Si on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour une certaine population, on va immédiatement prendre la décision de changer l'autorisation. Jean-Claude voulait ajouter quelque chose, je pense.
Oui, moi, je peux rajouter un peu la situation nationale. Donc, c'est pas depuis ce vaccin-ci qu'on se pose la question sur la responsabilité. C'est une discussion permanente qu'on a pour les médicaments, mais aussi pour les vaccins. On a au Luxembourg un système en place, une loi en place depuis 2001 qui permet à l'État de dédommager des personnes qui auraient eu des effets secondaires suite à une vaccination recommandée par l'État dans la situation où personne d'autre n'est responsable. Je m'explique. Il est clair que si un producteur fait une faute dans la production de son vaccin ou dans le stockage de son vaccin, une contamination, quelque chose, c'est le producteur qui est responsable. Hein. C'est comme si vous achetez une voiture qui a un défait, c'est le producteur qui doit vous remplacer votre voiture. L'autre situation qu'on peut imaginer, c'est qu'un médecin ne respecte pas une indication de vaccination et vaccine, je ne sais pas, j'ai un exemple, une femme enceinte, alors que le vaccin est contre-indiqué chez les femmes enceintes. Là, clairement, le médecin est responsable et doit prendre sa responsabilité. Il y a des situations où tout le monde respecte les procédures en place, respecte les règles en place et malheureusement, en médecine, il y a de temps en temps des effets secondaires qui sont tout à fait imprévisibles et à ce moment-là, l'État peut dédommager. Maintenant, c'est peut-être un message un peu alarmant quand on parle tout de suite de dédommagement. Faut aussi donner un message très rassurant. Je pense qu'actuellement, il y a plus de 20 millions de doses de ce vaccin, de premiers vaccins qui ont été utilisés au niveau international. Et il n'y a pas eu d'effet secondaire majeur signalé. Je sais que sur les réseaux sociaux, on parle de décès suite à la vaccination et ce genre de choses. Il faut clairement dire que c'est des fake news, ce n'est pas la réalité. C'est un vaccin qui a une très grande sécurité. Dr Schmidt, il y a une autre question aussi virologique, à mon avis. Est-ce qu'on sait déjà pour combien de temps on serait immune? Donc, parce que le but de la vaccination, c'est de rendre les personnes immunes à ce virus. Est-ce qu'on a déjà des connaissances sur ça? Non, je pense qu'il faut être honnête sur ce point avec les consommateurs, les utilisateurs. On n'a pas encore d'informations exactes sur la durée de protection. Et John Ryan, je crois que vous en savez aussi quelque chose parce qu'il y aura un suivi, non, de l'effet de ces vaccins. Donc, quand même, on va essayer de voir. Bon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose donc, sur la durée de l'immunisation? Oui, je voulais ajouter que dans le chat, j'ai donné le lien vers le site de l'Agence de médicaments qui a autorisé les 2 vaccins. Et les personnes qui sont en ligne sont libres de consulter ces informations qui sont publiques. Il s'agit notamment des essais cliniques, parce qu'il y avait des questions là-dessus, des essais cliniques qui ont été effectués. Donc, on peut lire soi-même les essais cliniques. Si on n'est pas scientifique, on peut lire le sommaire de ces essais cliniques. Il y a beaucoup de technicité là-dedans, mais on peut lire les conclusions. Okay, et merci. On peut aussi lire les indications dans l'autorisation. Et ça indique les résultats qui sont attendus de ce vaccin. Le vaccin, je dirais, les 2 vaccins ont la même caractéristique dans le sens qu'ils empêchent la personne vaccinée de progresser vers un stade avancé de la maladie. Et je m'arrêterai là. Ça ne permet pas de dire à ce stade que moi, en tant que personne vaccinée, je ne suis pas capable de passer le virus à quelqu'un d'autre. Ça ne permet pas de dire que moi, en personne vaccinée, je ne suis pas capable d'attraper le virus moi-même. Ça n'empêche que je passerai à un stade avancé de la maladie. C'est tout ce qu'on peut dire, je crois, honnêtement, à ce stade, et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans les papiers. Actuellement, on est en train de vacciner les gens. On va voir avec les études qui continuent combien de temps ça va durer. Est-ce que ça serait une vaccination annuelle, par exemple, comme pour la grippe? On ne sait pas encore.
est-ce que ça va empêcher le virus de se transmettre d'une personne vaccinée vers une personne tierce? On ne sait pas. Donc, toutes ces discussions sur la certification des vaccins, etc., parce qu'il y avait aussi des questions, ça dépendra de la qualité du vaccin. Pourquoi après un certificat de vaccination, il faut définir le résultat de la vaccination d'abord. Ça n'empêche pas que les États membres enregistrent les vaccinations, parce qu'ils doivent quand même suivre qui a été vacciné, à quand, et parce qu'il y a une deuxième dose, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent actuellement d'avoir un certificat de vaccination comme si c'était comment je vais dire, un passeport pour l'étranger, pour aller au Costa del Sol pour les vacances. On n'est pas à ce stade-là encore. Merci, John Ryan. Et Dr. Schmidt, une question très pointue sur la stratégie luxembourgeoise. Comment le gouvernement luxembourgeois va-t-il permettre aux personnes âgées, par exemple de plus de 90 ans, vivant seules à la maison et faisant beaucoup de sacrifices pour éviter tout contact avec l'extérieur depuis des mois, comment donc administrer donc, le vaccin à ces personnes-là, surtout en comparaison avec les personnes vivant dans la maison de retraite. Donc, on parle des personnes qui habitent chez eux. Et donc, est-ce que ces personnes sont vaccinées après les maisons de retraite ou bien en parallèle? Et comment on va les contacter? Alors, le gouvernement, votre ministère, est-ce que vous avez envoyé un courriel ou comment on va les contacter? Merci. Je peux donner en partie des réponses. Premièrement, est-ce qu'ils seront vaccinés après les gens en institution? Oui. Comme je l'ai dit, on est en train de vacciner les résidents des maisons de soins notamment ou de maisons de repos. Ces gens à l'extérieur vont venir après. C'est une question simplement de faisabilité, d'organisation. C'est beaucoup plus facile de vacciner dans ces institutions que vacciner des personnes isolées à la maison. Et le risque n'est pas le même. Les gens en institution ont un risque de contracter le virus beaucoup plus élevé que les gens à domicile. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je sais que pour certaines personnes âgées, se déplacer vers un centre de vaccination serait probablement difficile. Comme je vous ai dit, on a des équipes mobiles. On va réfléchir éventuellement comment on peut organiser ça, peut-être ensemble avec les communes, mais ce n'est pas encore clarifié. Donc, l'idée, c'est d'aller vers les gens quand les gens ne peuvent pas venir vers nous. Et effectivement, ces gens seront informés par courrier, par invitation pour se manifester. On a évidemment le registre national des personnes physiques, donc on connaît tous ces gens et on peut les identifier en fonction de leur âge parce qu'on connaît leur date de naissance. Donc c'est assez facile, on a les adresses, on va les trouver. Et puis, on va voir comment on organise ça pratiquement. Donc, pour l'instant, par exemple, les inscriptions se font, pour les vaccinations, se font via Internet. Et on est aussi bien conscient que les personnes âgées, en général, ont plus de difficultés à utiliser Internet pour s'inscrire. Il y aura aussi moyen de s'inscrire ou de se manifester via le téléphone. On a une hotline qui sera en place dans quelques jours. Merci. Je continue avec vous, Dr. Schmidt, parce que c'est une question aussi qui s'adresse plutôt à un médecin. Vous avez parlé de la pénurie de personnel de santé au Luxembourg. Donc, il y a des participants qui se posent la question si les vétérinaires vont aussi être considérés pour aider à vacciner. Au niveau expérience, ils seraient aptes à le faire. Ils seraient éventuellement aptes à le faire, effectivement. On a déjà évoqué cette possibilité. Pour l'instant, avec ce qu'on appelle notre réserve sanitaire, donc c'est un fichier de personnes, des professionnels de santé qui en partie sont à la retraite ou qui ne travaillent plus pour différentes raisons et qu'on peut mobiliser en cas de situation de besoin.
Je pense pour l'instant, on peut garantir qu'on a assez de personnel, mais bon, on ne sait jamais si on aura besoin de gens supplémentaires. Je sais dans certains pays aussi, par exemple, des aides-soignantes qui en général ne peuvent pas faire d'injection, ont eu autorisation à faire des injections exceptionnellement pour les centres de vaccination. Donc, il y a plusieurs pistes possibles pour trouver assez de personnel. Une question vaguement liée. Il y a quelqu'un qui se demande si ça aurait du sens de vacciner aussi les animaux domestiques, donc les chiens, les chats qui habitent chez nous. Non. Bon, premièrement, les animaux domestiques attrapent très rarement ce virus. Il y a quelques cas anecdotiques qui ont été décrits, mais ce n'est certainement pas la règle. Il y a une exception qui est en discussion apparemment en Finlande. Ils ont des grands élevages de visons, de nerz en allemand. Je ne sais pas comment... je pense que c'est vison en français. Donc, c'est ces animaux qui produisent la fourrure, là, et qui peuvent être porteurs du coronavirus. Vous vous rappelez, au Danemark, il y a eu cette histoire où ils ont dû tuer plusieurs dizaines de milliers de ces animaux. Donc, il y a une discussion vaccination des visons en Finlande, mais ce n'est pas le même vaccin. Merci, oui. Je m'en doutais, mais quand même, pour être sûr. John Ryan, on revient au niveau européen. Une question qui est posée différents termes plusieurs fois, c'est la question des prix de ces vaccins, et c'est la Commission européenne qui a négocié les prix. Donc, il y a la question de la transparence, pourquoi on ne peut pas dire combien ça coûte. Et l'autre, c'était, oui, qu'est-ce que ça veut dire, un prix abordable? Oui. Excusez-moi de ne pas avoir répondu à ces questions dans le chat tout à l'heure parce que j'ai essayé de trouver les liens vers les différents documents. Mais ça, c'est aussi une question importante. Et je dirais qu'on a eu une discussion hier au sein du comité environnement et santé publique du Parlement européen. Ça a duré 3 ou 4 heures, je pense, hier matin. Et les parlementaires ont posé les mêmes questions qu'on pose actuellement dans notre chat. Et premièrement, concernant la transparence, il s'agit des négociations pour l'achat des vaccins qui n'existaient pas, qui étaient en développement. Il s'agit des négociations avec des partenaires dans l'industrie pharmaceutique qui étaient en concurrence. Chaque société pharmaceutique était en concurrence avec l'autre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a négocié séparément avec chaque société. On aurait pu les mettre ensemble dans une seule pièce, négocier avec toutes les 6 et dire quel est votre prix. Mais on a essayé de faire jouer la concurrence aussi entre les sociétés. Parce qu'eux, ils sont en concurrence, pourquoi pas les mettre en concurrence pour le marché? Et donc, la Commission a négocié avec les États membres des contrats séparés avec les 6. Et vu que ces contrats sont en parallèle et continuent encore avec d'autres sociétés, il était vraiment essentiel à nos yeux de ne pas divulguer les résultats de chaque négociation aux autres. C'est une question de négociation. Si vous voulez acheter une voiture et si vous dites à votre garagiste, moi je vous donne ça et un autre garagiste ça, c'est à vous de choisir le marché final et le garage final dans lequel vous allez acheter les voitures. Mais les garagistes ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc, pour ces raisons-là de confidentialité commerciale, je dirais, et pour assurer une concurrence entre les sociétés en question, on a négocié séparément avec toutes les sociétés et on a maintenu les conditions de vente confidentielles. Toutefois, hier, il a été décidé de mettre à disposition une copie du contrat
qui est actuellement physiquement mis à disposition des membres du Parlement européen qui peuvent le consulter physiquement dans nos locaux. La seule condition, c'est que la société pharmaceutique, qui est le partenaire contractuel, doit donner son accord. Et donc, on a eu l'accord d'un seul contractant pour l'instant. Donc, c'est un seul contrat qui est disponible pour être consulté par les membres du Parlement. Et comme je dis, ce n'est pas une envie de cacher les détails du prix ou de cacher les détails de la négociation ou de cacher quelque que ce soit. C'est plutôt une négociation qui est en cours et on voulait mettre les sociétés en question en concurrence entre eux pour avoir les meilleures conditions. C'est pour ça qu'on a décidé de suivre cette démarche. Merci. Je crois qu'on comprend très bien qu'il faut deux pour cet accord. Et la Commission donc serait d'accord, mais si les entreprises pharmaceutiques ne sont pas d'accord, c'est leur choix. Une toute dernière question avant d'arriver à la fin. Je m'excuse si on n'a pas peut-être traité toutes les questions, mais c'est une question qui est posée aussi plusieurs fois. Est-ce que les personnes ayant eu déjà le COVID-19 et donc ont déjà des anticorps, Dr. Schmidt, est-ce qu'ils devraient aussi être vaccinés? Et est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, un test préalable? Comment on procède avec ces personnes qui ont déjà eu le COVID? Ouais. Alors, la première chose qu'on peut dire, qu'il n'y a pas de contre-indication à vacciner quelqu'un qui a déjà eu la maladie. Donc, il n'y a pas de risque particulier à faire cette vaccination dans cette situation. Et il en découle qu'on n'a pas besoin de systématiquement tester maintenant les gens avant la vaccination, d'autant plus qu'on sait que les anticorps qu'on mesure ne reflètent pas nécessairement la réalité des choses, parce qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, ce n'est pas des tests parfaits. Et le fait d'avoir des anticorps après une infection ne dit rien en fait sur la protection qu'on a, parce qu'il y a les anticorps qui jouent un rôle, mais il y a aussi une immunité cellulaire qui joue un rôle, etc. Et donc, en général, on recommande de vacciner ces gens également. La seule chose qu'on dit toujours, on ne vaccine pas pendant une infection aiguë. Donc, quelqu'un qui a vraiment le COVID pour l'instant, qui est malade, etc., on ne va pas le vacciner. On va attendre 2 semaines ou un mois peut-être, et puis il pourra être vacciné. Merci beaucoup, Dr. Schmidt, pour cette réponse et pour toutes vos réponses, pour avoir été avec nous. John Ryan aussi, un grand merci. Je suis conscient qu'on n'a peut-être pas traité toutes les questions, mais vous avez quand même dans le chat pas mal de réponses à des questions qui ont été posées là. On aurait pu faire plus long, mais je crois qu'on a déjà discuté un bon moment et je crois qu'on a quand même une beaucoup meilleure vision des choses maintenant qu'avant 12h30. Donc, merci à tout le monde. Je passe la parole maintenant à Christophe Schröder pour un mot de conclusion. Christophe Schröder, chef du bureau du Parlement européen au Luxembourg. Christophe. Merci beaucoup, Stéphane, mais surtout un grand merci à John Ryan et Jean-Claude Schmidt. Vous avez répondu à pas mal de questions on a justement voulu cet échange aujourd'hui parce qu'on a vu dans les dernières semaines à quel niveau il y a encore des questions des citoyens, mais aussi des politiques. Je crois qu'il y a vous avez très bien couvert et répondu aux questions qui portaient et sur la stratégie et sur la pratique de la mise en œuvre de cette stratégie. C'est aussi un peu l'approche du Parlement européen. En termes de pratique, je sais que le Parlement est en négociation ou en discussion avec les autorités luxembourgeoises pour voir comment, avec l'équipe, avec le personnel qu'on a, on peut aussi donner un appui au personnel de santé au Luxembourg pour justement rendre la vaccination plus vite au Luxembourg. De l'autre côté, au niveau de la stratégie, John Ryan vient de le mentionner. Hier encore, il y avait une discussion des députés avec la chef de John Ryan, si je puis dire, Sandra Gallina, qui a su très bien répondre aux questions des députés qui se sont félicités de cette approche commune que nous avons, où en commun, nous arrivons vraiment
là à résoudre cette crise de la pandémie. Ceci dit, il y a évidemment encore des questions qui portent et sur la clarté et sur la transparence, comme ça a été aussi évoqué par beaucoup des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va revenir à ces questions-là certainement dans l'avenir au niveau de la représentation de la Commission au Luxembourg et du Bureau du Parlement. On entend quand même organiser et vous proposer encore un débat sur tous ces aspects politiques de la stratégie de la vaccination, peut-être à la fin de ce mois, début février. Nous avons devant nous peut-être maintenant encore 2-3 mois qui seront un peu plus difficiles, mais je crois qu'il y a quand même bonne raison d'être optimiste, parce que les deux éléments clés pour sortir de cette crise inédite sont là. On a d'un côté les vaccins qui maintenant commencent à arriver, qui seront vaccinés aussi, et il y a un deuxième élément très important, il y a l'argent. On est sur la dernière ligne droite au niveau européen pour voter le plan de relance. En même temps, on a le budget 21 et on a le cadre budgétaire qui va jusqu'en 2027. Donc, les éléments sont à cette époque importante, au début de cette année, sont là. Et je crois qu'il faut maintenant encore se patienter un petit peu pour sortir ensemble de cette crise, quelque part en été, début automne. Je crois que là, les circonstances seront tout à fait différentes de ce que nous voyons aujourd'hui. Je crois que c'est un effort commun qui est encore devant nous, mais ensemble, nous allons y arriver. Je vous remercie tous pour vos contributions, les co-organisateurs de la Commission européenne, du Centre européen des consommateurs. C'était le premier midi de consommateurs européens de cette année-ci. Nous avons bien travaillé sur la définition d'un programme qui va couvrir toute l'année. Donc, on va vous donner là de nouveau rendez-vous normalement le dernier mercredi d'un mois sur des sujets qui concernent directement vous, nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens. Au plaisir de vous revoir. Et Stéphane, tu auras le dernier mot. Oui, merci. Tout a été dit, ou presque. Merci beaucoup encore une fois à tout le monde, surtout de ma part à tous nos participants tellement actifs, intéressés. Je ne sais pas si on peut montrer, mais à tous ceux qui veulent, par retour des mails, on peut leur envoyer un mail donc à la représentation de la Commission européenne au Luxembourg. On peut vous envoyer un masque. Moi, j'ai l'expérience, on a 3 enfants, les masques, ça se perd, donc un petit masque en plus, ça peut pas faire de mal. En plus, c'est un joli masque, vous voyez, avec un message européen. Donc, envoyez-nous un petit mail avec, est-ce qu'on voit l'adresse? On va la... Attendez, c'est dans le chat. Vous voyez l'adresse mail dans le chat maintenant. Donc, c'est... Est-ce que vous l'avez? Moi, je l'ai vu. Il a disparu. Bon, sinon, vous allez sur Google. C'est comme Replux, je crois. Et bon, on va vous envoyer un masque à tous ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup et au revoir, si vous voulez, à la prochaine édition de notre Midi du consommateur européen. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir.